Alors, 18h04, écoutez, je vous propose qu'on commence. Et puis, peut-être que d'autres personnes nous rejoindront dans quelques minutes. Donc, un petit mot sur ces cafés climat. Donc, celui-là, qui est sur le thème de la climatisation, s'inscrit dans une série de 3 cafés climat qui sont organisés en partenariat avec notre projet Adaptaville, qui est une plateforme qui recense les solutions d'adaptation au changement climatique. Vous pouvez les trouver avec le site internet adaptaville.fr. Et cette série avait commencé le mois dernier avec un café climat sur l'îlot de chaleur urbain. Donc un phénomène qui accentue les effets des vagues de chaleur, qui renforce la température, notamment la nuit, dans la ville de Paris en raison de sa morphologie urbaine. Et on a également un prochain café climat qui va venir au mois de septembre sur la végétalisation, qui est une solution donc pour réduire cet effet d'îlot de chaleur urbain, de s'adapter à ces vagues de chaleur. Et aujourd'hui, on va se demander si la climatisation peut être aussi une solution. On va vous parler de notamment les problèmes environnementaux qu'elle pose. Un petit mot sur l'Agence parisienne du climat pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, on a plusieurs missions. D'abord, c'est d'informer, de conseiller et d'agir pour le climat. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on propose ces cafés climat. On propose un service gratuit, neutre et indépendant pour les particuliers comme les professionnels. On a également un rôle d'accélération de la mise en œuvre de la transition écologique à travers la rénovation du bâtiment spécifique à la copropriété, mais aussi en accompagnant les acteurs économiques pour réduire l'empreinte carbone. Et enfin, un rôle d'animation du laboratoire de la transition énergétique et écologique à Paris, en fédérant l'écosystème local, en soutenant des projets innovants et par le décryptage de politiques publiques. Donc, en introduction, pour introduire un peu ce thème de la climatisation, un thème qui a été dans l'actualité récemment. Vous avez sûrement entendu parler du dôme de chaleur en Colombie-Britannique, donc cette région canadienne. Région qui a atteint des températures qui sont approchées des 50 degrés. Et dans une ville qui n'était pas adaptée, pas préparée pour de si fortes chaleurs, en fait, ce qu'on a vu, c'est un recours assez désorganisé, assez individuel également, à la climatisation, où on a des habitants qui sont rués vers les dômes faire des centres climatisés. Également, certains qui ont pris leur voiture pour profiter de la climatisation de leur véhicule. Beaucoup ont investi dans des appareils mobiles et individuels de climatisation. On a également des chambres d'hôtel qui ont été prises d'assaut par ceux qui en avaient les moyens. Donc, ce qu'on voit bien, c'est ce que cet exemple nous montre, c'est que dans une ville qui n'est pas adaptée pour de telles températures, la climatisation s'impose comme le seul recours. Il y a un recours qui est inefficace, pas complètement efficace parce qu'il n'a pas pu éviter un lourd bilan humain. Un recours en plus assez inégalité entre ceux qui ont les moyens de pouvoir partir ou se payer des chambres d'hôtel et les autres. Mais qui pose la question de est-ce que la climatisation pourrait être la solution. C'est quelque chose qu'on pourrait penser, même si on va le voir, il y a des gros effets secondaires, mais pour voir un peu ce que ça pourrait donner à Paris, en fait, on pourrait aller en Chine. C'est ce qu'a fait le photographe François Prost, qui s'est rendu donc à Tianducheng, qui est une ville qui a un petit peu copié Paris. Vous voyez, ils ont reproduit des bâtiments, des monuments parisiens. Et si vous voyez en un petit peu plus gros, ce qui saute aux yeux, la différence entre Paris à gauche et Tianducheng à droite, c'est ces bouches de climatiseurs que vous voyez à côté de chaque fenêtre. Bouches de climatiseurs qui montrent un peu l'esthétique parisienne changerait avec la climatisation. Mais au-delà de ces considérations esthétiques, c'est ce qu'on va voir dans ce café climat aujourd'hui. Et bien, le prétendu remède qu'est la climatisation a en fait, à travers le réchauffement de l'îlot de chaleur urbain et à travers les consommations d'énergie qui sont liées, renforce en fait les maux qu'il est censé résoudre. C'est pour ça qu'il s'agira dans ce café climat de s'intéresser à quelle place pourrait avoir la climatisation, dans quelle mesure est-elle nécessaire, comment s'en passer, de quelles alternatives disposons-nous. Donc toutes ces questions que nous allons aborder aujourd'hui à travers ce programme. Donc d'abord, on fera un point sur la climatisation à Paris, et vous montrant les tendances actuelles et à venir. Ensuite, on vous parlera des enjeux environnementaux dont j'ai commencé à parler déjà, pour montrer en quoi la climatisation pourrait être considérée comme une maladaptation, donc une adaptation qui renforcerait les problèmes auxquels on veut répondre.
On verra également comment réduire le besoin en froid sans utiliser des climatiseurs, lorsque cela est possible. En dernier recours, parce que il est possible qu'avec des vagues de chaleur très intenses, la climatisation devienne peut-être pertinente, on le verra. Mais dans ce cas, comment est-ce qu'on peut avoir des moyens efficaces par opposition aux climatiseurs individuels qu'on voit de plus en plus à Paris et qui, eux, sont particulièrement inefficaces. Et enfin, on vous montrera, pour donner un peu de perspective, 2 projets de construction bioclimatique qui veulent garantir un confort d'été malgré des fortes chaleurs, sans usage de la climatisation. Donc, je vous présente rapidement les différents intervenants que vous entendrez pendant cette heure et demie. D'abord, Vincent Viguier, qui est un chercheur au CIRED, qui a co-rédigé une étude justement sur le sujet de l'usage de la climatisation à Paris dans une stratégie d'adaptation. Vous entendrez Hélène Bru, qui est directrice de bâtiments et énergie renouvelable chez Greenflex, Bruno Gouillette, de la ville de Paris, qui est chargé de la mission énergie au secrétariat général, Alain Bornarel, qui est le fondateur et gérant émérite du bureau d'études Trébu, et enfin Lucie Leyer, qui représentera le cabinet d'architecture Il est architecte. Et pour commencer, je vais donner la parole à Hélène Bru, qui va vous présenter le principe de la climatisation. Bonjour à tous, donc je vais vous expliquer de manière très succincte ce qu'est un climatiseur. Donc un climatiseur, en fait, c'est une pompe à chaleur, c'est-à-dire un équipement similaire à un réfrigérateur qui va aller capter de l'énergie thermique, donc de la chaleur, dans un local frais pour la ramener vers un local plus chaud, en fait l'extérieur dans le cas d'un climatiseur. C'est-à-dire que ce système permet de faire un transfert d'énergie thermique, de chaleur, à l'inverse du transfert naturel de cette chaleur qui s'effectue toujours normalement du côté chaud vers le côté froid. Pour effectuer donc ce transfert de chaleur un peu à contre-pente, on va dire, il est nécessaire d'utiliser une énergie. On va devoir entraîner un cycle thermodynamique basé sur un fluide frigorigène qui va subir un cycle d'évaporation et de condensation qui va permettre donc ce transfert de chaleur à contre-courant. Donc du côté de l'unité intérieure du climatiseur, vous allez avoir le fluide frigorigène qui se vaporise. Et en se vaporisant, il va capter de l'énergie. Ensuite, un compresseur électrique va augmenter la pression de ce fluide, ce qui va avoir pour effet également d'augmenter sa température de condensation. Et il sera possible de condenser ce fluide à une température plus élevée que sa température d'évaporation précédente, ce qui va permettre d'évacuer avec cette condensation la chaleur vers une source plus chaude, qui dans le cadre d'un climatiseur est l'extérieur. Et bien sûr, ce cycle, donc, il a besoin d'être alimenté en énergie. C'est un des principes de la thermodynamique, c'est qu'on a besoin d'utiliser de l'énergie pour faire fonctionner une pompe à chaleur. Et donc, on caractérise l'efficacité de ces pompes à chaleur et donc de ces climatiseurs par ce qu'on appelle le ratio d'efficacité énergétique, qui est défini en fait comme la puissance transférée, ramenée à l'énergie consommée la puissance consommée par le compresseur. Donc, c'est ce ratio d'efficacité énergétique qui va caractériser l'efficacité d'un climatiseur et plus largement d'une pompe à chaleur en mode refroidissement. Merci. Et donc, on comprend bien déjà le thème qu'on abordera plus tard, qui est les consommations d'énergie et le réchauffement de l'air ambiant. Donc voilà, maintenant vous savez de quoi on va parler. Donc, je propose de rentrer dans le vif du sujet. Si les slides veulent bien se tourner, pardon. Voilà, avec la climatisation à Paris. Et pour présenter un petit peu les tendances, je vais donner la parole à Monsieur Gouillette de la ville de Paris. Bonjour, je vais vous dire en quelques mots ce qu'on constate aujourd'hui. J'ai mis ici quelques images ou textes qui veulent dire 2 choses. À droite, cette carte de la France publiée par le Parisien, qui est un petit peu catastrophiste et qui est voulue pour ça, sur des travaux de Météo France. Et puis en bas, une notion qui, dans le cas des chaleurs importantes, est souvent un des problèmes importants de la vie en ville, c'est nuits tropicales. Et ici, une phrase sortie du jeu de données DRIAS sur des projections climatiques à 30 années ou plus, qui disent qu'on pourrait, dans un certain nombre de scénarios, voir leur répétition et leur augmentation se faire de manière forte, et pas simplement dans la région méditerranéenne, où on peut déjà avoir ces phénomènes. Et donc, du coup, comment on anticipe
ce qu'a rappelé Marin Pugnat. Par exemple, dans le nord-ouest du sous-continent américain, là-bas au Canada, pour ne pas vivre ou revivre ce que nous avons vécu il y a près d'une vingtaine d'années à Paris en 2003 et dans les grandes villes françaises, comment on s'organise. Et peut-être à ce moment-là, on peut parler du rôle d'une collectivité, mais la ville de Paris ne peut pas être seule dans ce travail. Il faut avoir une action collective avec une impulsion publique, c'est certain, mais aussi un partage des éléments sur lesquels peut-être je vais insister. Alors, disons 2 mots, Marin, avec la diapositive suivante, de ce qu'on constate aujourd'hui. Alors, ce sont des termes un petit peu techniques, mais c'est quoi les besoins et les consommations de froid dans une ville comme Paris? Là, je prends des chiffres qui sont issus d'estimations faites par l'atelier parisien d'urbanisme, où on dit, mais c'est difficile à chiffrer en réalité, que les consommations de froid pourraient être de l'ordre de 2 à 3 TWh. Et pour donner un exemple, dans un domaine qui est sans doute plus appréhendable, les surfaces commerciales à Paris ont doublé leur capacité de se rafraîchir ou de se refroidir dans des 20 dernières années. Donc, que ce soit les petits commerces ou que ce soit les grands magasins, on constate une augmentation de la climatisation, et qui n'est pas forcément une climatisation très vertueuse. On pourrait regarder, quand on se promène dans les rues de Paris, si on voit ce type de compresseur qui sort de la boutique et qui vous dit que on a un dispositif peut-être un petit peu archaïque et peu vertueux qui fonctionne dans cette boutique. Et surtout, la Pure estime qu'on pourrait doubler quasiment ses besoins de froid dans les 30 années qui viennent. Et là, je n'ai pas vraiment parlé, je n'entrerai pas dans le détail, mais sur les grands consommateurs de froid à Paris, c'est d'abord les bureaux, c'est un certain nombre de grands équipements publics, les musées, mais c'est plus large que ça. De grands équipements culturels sont équipés d'une forme de refroidissement ou de rafraîchissement. Mais c'est aussi les grands magasins, je le disais, les hôtels, et puis un certain nombre d'utilisateurs moyens qui peuvent y recourir. Et puis, je n'oublie pas, mais ceux-là sont les plus difficiles à chiffrer, en tout cas, les ménages qui peuvent avoir les moyens de s'équiper de ce type de climatisation, plus ou moins raffinée, plus ou moins consommatrice d'énergie, et qui rejettent plus que moins d'ailleurs de l'air chaud vers l'extérieur. Et face à cela, je terminerai en disant que on a un objectif qui est affirmé dans notre schéma directeur de la chaleur, dans le détail duquel je ne rentrerai pas, qui dit on pourrait viser un objectif de livraison de froid urbain, dont je reparlerai plus tard, à hauteur de 1 TWh, c'est-à-dire plus ou moins le tiers ou le quart, plutôt le quart, de ce qu'on estime être les besoins de froid et les consommations de froid dans 30 ans. Donc, vous voyez un déséquilibre entre ce qu'on constate en termes de consommation et ce que la collectivité, avec son réseau de froid public, pourrait assumer. Et quand je dis 1 TWh, ça consiste à doubler la capacité de distribution de froid dans ces 30 années. Aujourd'hui, on est à moins de 500 mégawatts qui sont délivrés à des clients publics ou privés par notre réseau de froid. Comme je ne suis pas très bien le timing qui m'est donné, je ne sais pas si je l'ai déjà débordé, mais… non, mais en tout cas, ce qu'on retient, ce qui fait la transition avec la partie suivante, c'est que les consommations de froid sont amenées à augmenter, notamment en raison du réchauffement climatique. Mais cette consommation de froid qui n'est pas sans conséquences, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec les enjeux environnementaux. Donc, je passe la parole à Monsieur Vincent Viguier du CIRED. Et bonjour à tous. Alors effectivement, toute l'idée du café climat, c'est que la climatisation, c'est une très bonne manière de s'adapter aux canicules. En tout cas, si on s'intéresse aux impacts sur la santé et dans les bâtiments, voilà, c'est une technologie qui est vraiment très efficace, qui a permis dans le monde, notamment dans le sud des États-Unis, par exemple, de peupler des zones qui n'étaient quasiment pas habitables avant, par exemple toute la région de Las Vegas, entre autres. Et simplement, dans le cadre du changement climatique, c'est une solution qui peut se rapprocher de ce qu'on appelle de la maladaptation. C'est-à-dire que c'est une solution qui est bonne sur certains aspects, mais qui est très négative vis-à-vis de beaucoup d'autres aspects.
et qui, au total, en fait, augmente plutôt les problèmes qu'autre chose, en tout cas, si elle se développe de manière massive et incontrôlée. Alors, peut-être pour illustrer ça, hein, juste pour expliquer un peu les différents enjeux, donc le premier enjeu, c'est bien sûr la question de la consommation d'énergie, mais ça, on va y revenir juste après. Un autre... un des gros enjeux liés à la climatisation, c'est qu'en fait, comme ça vous a été expliqué au début, en fait, un climatiseur, ça ne génère pas du froid tout seul, ça prend du froid quelque part, ça prend pardon, du chaud quelque part pour le remettre ailleurs, et du coup, ça dégage de la chaleur. Et par contre, à l'endroit où ça prend le chaud, bah, du coup, ça crée du froid. Mais toujours est-il que lorsqu'on a un climatiseur, du coup, il dégage de la chaleur, et en général, lorsque ce sont des climatiseurs individuels, des climatiseurs qu'on a dans les bâtiments, bah, l'air chaud, il est rejeté à l'extérieur dans les rues. Et du coup, lorsqu'il y a quelques climatiseurs dans une ville, ce n'est pas forcément très grave, mais lorsque la climatisation est utilisée de manière massive par une grande partie des bâtiments, en fait, ça contribue de manière non négligeable à augmenter les températures. Donc, juste pour illustrer ça, ici, vous avez une carte. Alors, c'est une étude qu'on avait faite avec des chercheurs de Météo France, où en fait, on avait simulé quelle pouvait être la variation de température dans les rues en Ile-de-France si jamais tout le monde utilisait la climatisation. Donc, c'est ce que vous pouvez voir. Et en gros, ça peut faire monter les températures de l'ordre de 2 degrés. De l'ordre de 2 degrés dans les rues. Alors, bien sûr, c'est une simulation, hein, il y a beaucoup de choses à dire, une hypothèse, mais si vous voulez, c'est un peu c'est un peu ça l'ordre de grandeur. Et en fait, du coup, une des complexités qui arrive avec la climatisation, c'est que bah, lorsque beaucoup de gens se mettent à en utiliser, en fait, ça augmente le risque de canicule, enfin, les risques liés aux fortes chaleurs, pour les personnes qui sont en extérieur, par exemple les personnes sans abri, mais aussi pour les personnes qui se déplacent. Également, ça augmente la canicule pour les personnes qui ne voudraient pas ou ne pourraient pas se payer le climatiseur. Et donc, vous avez une espèce d'effet d'emballement où, à partir d'un moment où beaucoup de gens ont des climatiseurs dans la ville, bah, si vous voulez, ça incite les autres à en avoir aussi. Alors, si vous pouvez passer au slide d'après. Voilà, merci. Et donc, comme je disais, l'autre gros problème lié à la climatisation, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. En France, en ce moment, les pics d'énergie sont des pics d'hiver. Une grosse partie de la consommation électrique sert au chauffage et les maximums de consommation d'énergie sont obtenus l'hiver. C'est quelque chose qu'on n'observe pas du tout dans les pays dans lesquels la climatisation est beaucoup utilisée. Donc là, par exemple, je vous montre des chiffres américains. Et en fait, aux États-Unis, les pics de consommation électrique ont lieu l'été. Donc là, par exemple, vous voyez, en l'occurrence, c'est un graphique du département américain d'énergie qui montrait qu'il y avait eu un record national de consommation électrique pendant une canicule en 2017. Et alors, si vous pouvez passer au slide d'après. Et en fait, ça amène à des choses qui sont assez problématiques parce que, si vous voulez, la consommation d'électricité pour au-delà du fait que déjà consommer de l'énergie, dans un contexte où on essaye de réduire les consommations d'énergie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas forcément une très bonne chose. En plus, il y a tout un tas de problèmes plus d'ingénierie qui se posent, parce qu'en fait, si vous voulez, l'été, c'est souvent les moments où, en plus, c'est plutôt plus compliqué de produire l'électricité, parce que les rivières sont chaudes, ce qui fait qu'on peut moins faire fonctionner les centrales thermiques qui sont au bord, s'il y a plutôt moins d'eau dans les barrages, etc., etc. Et donc là, par exemple, si vous avancez dans les slides, voilà, aux États-Unis, il y a régulièrement des problèmes d'accès à l'électricité justement pendant les canicules. Et ce qui fait qu'en fait, un effet pervers lié à tout ça, c'est que lorsqu'on s'appuie sur la climatisation comme stratégie pour réduire notre vulnérabilité face aux canicules, en fait, c'est une stratégie qui est très risquée parce qu'on s'expose à ce qui est des problèmes d'accès à l'électricité. Et lorsqu'il y a une coupure de courant et qu'on n'a plus accès à la climatisation, bah dans ce cas-là, ça peut faire des problèmes sanitaires assez importants. Voilà, bon, par exemple, c'est juste des coupures de presse hein, voilà, aux États-Unis quand il y a eu des différentes coupures. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est quelque chose qui s'est produit, en l'occurrence, ça vient de Reuters, donc une agence de presse. C'est à New York, le 30 juin dernier, donc il y a quelques jours, dans laquelle la compagnie d'électricité de la ville, Con Edison,
enfin qui dessert la majorité de la ville, avait demandé aux New-Yorkais de réduire autant que possible leur consommation d'électricité, de manière à ce qu'il n'y ait pas de coupure de courant pendant la canicule actuelle. Très bien, bah, merci beaucoup. Maintenant, je vais juste passer la main à Hélène Bru qui va nous parler rapidement d'un troisième enjeu qui se pose, pour les climatiseurs, ce sont les fluides frigorigènes. Oui, parce qu'en plus de leur contribution aux îlots de chaleur, à une consommation d'électricité excessive et donc à une émission de gaz à effet de serre associée, les climatiseurs posent également un problème environnemental du fait des fluides frigorigènes qui sont utilisés. Donc, les fluides frigorigènes mis en œuvre dans les climatisations, historiquement, ils ont été choisis pour leurs propriétés thermodynamiques avant tout. Ils doivent avoir des propriétés bien sûr intéressantes et spécifiques. Ils doivent permettre un transfert de chaleur important en utilisant un faible volume si possible. Ils doivent, si possible, nécessiter un taux de compression du cycle modéré, tout en assurant les bons régimes de température, évidemment. Et puis, ils doivent être sans danger, donc pouvoir être utilisés en sécurité dans tous les secteurs d'application. Donc, les fluides traditionnellement utilisés, ils ont été choisis avant tout en fonction de ces caractéristiques et de leur coût, et bien peu en fonction de leur qualité environnementale, et donc ils se sont révélés très nocifs pour l'environnement. Alors, les fluides les plus utilisés par le passé ont été d'abord classés très nocifs vis-à-vis de la couche d'ozone et pas du problème climatique. C'était les chlorofluorocarbures, qu'on appelait les CFC, qui ont été rapidement interdits à cause de leur effet très destructeur sur la couche d'ozone, mais qui avaient également un effet vis-à-vis du changement climatique important, puisqu'ils ont un fort pouvoir de réchauffement global qu'on appelle également PRG. Donc, ils ont été interdits. Ont pris leur suite les hydrochlorofluorocarbures, donc ce qui étaient des variantes un peu moins nocives pour la couche d'ozone, mais qui avaient toujours un effet, qui représentaient des émissions de gaz à effet de serre très importantes et qui ont à leur tour été interdits en Europe. Et maintenant, donc, on est sur des variantes qui sont les HFC, les hydrofluorocarbures, qui sont neutres pour la couche d'ozone, mais qui ont encore un fort pouvoir de réchauffement global, donc qui posent encore des problèmes environnementaux conséquents et font l'objet d'un retrait progressif qui est échelonné en fait en fonction de l'importance de leur pouvoir de réchauffement. Donc, c'est une réglementation européenne qui s'appelle la réglementation F-Gaz, qui cadence un petit peu le retrait de ces fluides du marché. Donc, petit à petit, la problématique liée à l'usage de ces fluides frigorigènes a tendance à s'améliorer, à être réglée, mais ça reste un sujet. Et ce d'autant plus que les fluides qui vont prendre la relève sont un petit peu moins performants et vont peut-être amoindrir un petit peu l'efficacité, disons l'augmentation d'efficacité des climatiseurs dans le futur. Merci. Et donc, ce qu'on peut... Oui, vas-y, allez-y. Non, je voulais juste mentionner que voilà, les fluides frigorigènes, ils représentent en France à peu près 4% des évaluations des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut paraître assez faible, mais c'est du même ordre de grandeur que ce qu'on attribue au secteur du transport aérien, par exemple. Donc, ce n'est pas tout à fait négligeable. Et c'est une part qui avait tendance à augmenter, donc à laquelle il fallait bien sûr s'adresser, et qu'on est en train de réduire normalement si les réglementations prennent leurs effets. Merci. Donc, pour résumer un petit peu, on voit bien que la climatisation renforce directement donc le problème qu'elle est censée résoudre, c'est-à-dire la chaleur en ville, à travers le réchauffement donc, de l'îlot de chaleur urbain, parce que tout simplement, pour faire du froid, elle rejette du chaud dehors, mais aussi indirectement en renforçant le changement climatique à travers les consommations d'énergie, mais aussi donc ces fluides frigorigènes. Donc j'avais quelques questions peut-être. Donc Jérôme Méo qui demande quelle est la part de consommation de froid due au ménage. Est-ce que l'un d'entre vous a la réponse, alors à Paris ou en France? Serait-ce qu'un ordre de grandeur? Alors, visiblement, personne n'a la réponse. Bon, on va chercher peut-être. Je cherchais mon micro. D'accord. Ça fait une réponse en privé. En réalité, ça fait partie des difficultés. C'est une offre privée faite par des ménages individuellement à des sociétés qui les équipent. Et ce ne sont pas des équipements collectifs le plus souvent, sauf dans quelques immeubles de luxe.
qui peuvent être équipés d'un système de climatisation. Donc, on n'a pas d'éléments statistiques et j'ai mis dans le chat l'étude de la Pure de 2019 qui, en fait, se concentre sur les grands et moyens utilisateurs et pas sur les ménages. On ne sait pas ça, en réalité. Et on n'a pas de système d'autorisation formelle qui permette de dire oui ou non à des équipements de climatisation individuelle, sauf pour des motifs esthétiques dans le cadre du plan local d'urbanisme, par rapport notamment à l'image que vous avez montrée tout au début, de façade qui aurait sur les murs ou les balcons des émissaires d'air extérieur qui seraient posés comme ça, de manière autorisée, et le plus souvent, quand on les voit, de manière non autorisée. Voilà, c'est ça la réponse que moi je peux apporter, en tout cas pour Paris. Très bien, merci. Il y a une question également sur le réseau de froid. Alors, on reviendra sur le réseau de froid un peu plus tard, donc je vous propose de la garder sous le coude. On y répondra à ce moment-là. La même chose pour une question sur les substituts envisagés. Bah, c'est une bonne transition parce qu'on va justement aborder ce thème maintenant. Donc, on a bien vu que plus de climatisation, ça réchauffait la ville, ce qui est embêtant dans un contexte de réchauffement climatique. Donc maintenant, on va se demander s'il n'y a pas des moyens alternatifs pour se rafraîchir sans utiliser cette technologie. Donc, comment réduire les besoins de froid lors des fortes chaleurs. Et je passe la parole à Hélène Bru pour parler un peu des actions qu'on peut mener au niveau individuel chez soi. Et en préambule, je voulais reprendre le triangle négawatt qui hiérarchise un petit peu les trois grands axes de travail sur la performance énergétique et carbone, avec la mise en avant de la sobriété. C'est vraiment la première chose qu'il faut travailler, c'est-à-dire d'abord réduire le besoin en énergie et donc dans le cas de la climatisation, réduire le besoin en rafraîchissement. Ensuite seulement, il faut commencer à envisager d'avoir recours à des systèmes de rafraîchissement vertueux pour le besoin résiduel et puis couvrir les besoins en climatisation grâce à des technologies efficaces et bien exploitées. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut travailler encore pour améliorer le problème du réchauffement climatique sur l'alimentation de ces climatiseurs en énergie verte. Mais la base de la démarche, c'est bel et bien de réduire le besoin en premier lieu. Alors, pour maîtriser le besoin, d'abord, il faut essayer de maîtriser les apports thermiques, donc maîtriser tout ce qui est apport de chaleur venant de l'extérieur. Et il faut travailler tout d'abord sur la maîtrise des apports solaires dus au vitrage. Pour cela, il est important d'installer des protections solaires extérieures et de les utiliser. Alors, j'insiste bien sur le mot extérieur parce que un rideau ou en tout cas une protection intérieure qui n'a pas de caractère réfléchissant est très peu efficace pour se protéger de la chaleur parce qu'en fait, le verre a justement un effet de serre, hein, les serres sont en verre, c'est-à-dire qu'il laisse passer le rayonnement solaire, mais une fois que le rayonnement solaire a frappé le rideau, il se transforme en énergie infrarouge qui, elle, ne peut pas retraverser le vitrage. Donc l'énergie solaire, en fait, une fois qu'elle a traversé le verre, elle est piégée dans le logement et donc le rideau n'est pas efficace pour limiter le besoin en froid. Donc il faut vraiment installer des volets, des stores extérieurs, les utiliser. Et si vraiment on ne peut pas, à ce moment-là, côté intérieur, il faut mettre des stores réfléchissants qui vont pouvoir avoir pour propriété de réfléchir le rayonnement solaire sans en changer la longueur d'onde, ce qui fait que le verre transparent au rayonnement solaire va pouvoir laisser retraverser le rayonnement réfléchi et on aura donc moins cet effet de serre. Ensuite, une fois qu'on a réglé un petit peu, si on peut dire, le problème de l'apport solaire dû au vitrage, il faut travailler également sur la transmission de l'énergie solaire par les parois opaques, donc tout ce qui est toiture et murs, et essayer de limiter ce transfert de chaleur vers le logement. Donc, ça veut dire isoler son logement. L'isolation, on y pense beaucoup pour l'hiver, mais c'est également efficace pour l'été, pour se protéger des montées en température. On peut également travailler sur le choix des couleurs, des murs extérieurs et de la toiture, puisque des couleurs sombres vont avoir pour effet d'absorber beaucoup plus le rayonnement solaire et de moins le réfléchir, ce qui va monter les températures de ces parois et augmenter le transfert de chaleur vers l'intérieur du logement. Et puis, si on en a la possibilité, travailler sur la végétalisation. Ça peut être avoir des arbres à feuilles caduques qui protègent l'été la maison, si on est en maison individuelle, du rayonnement. Ça peut être le fait d'essayer de végétaliser ses façades, si on en a la possibilité. La végétalisation a un effet d'écran vis-à-vis du rayonnement solaire et également un effet d'isolation thermique.
Et puis ensuite, on peut utiliser il faut travailler sur la limitation des entrées de chaleur dues au renouvellement d'air, c'est-à-dire à l'apport d'air extérieur vers l'intérieur. Et pour ça, il est important de fermer ses fenêtres dès que la température extérieure est supérieure à la température intérieure. Et il ne faut pas se fier pour ça à son ressenti, on en parlera un petit peu plus tard, c'est trompeur. On peut avoir l'impression qu'il fait frais à l'extérieur parce qu'on a un courant d'air sur soi, mais ce courant d'air, il correspond quand même à une arrivée de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur si à l'extérieur la température est supérieure à celle du logement. Donc bien penser à fermer ses fenêtres dès qu'il fait plus chaud dehors que dedans. La température mesurée par thermomètre. Ensuite, on peut passer au slide suivant. Dans l'axe de la maîtrise des apports de chaleur à l'intérieur du logement, il faut également travailler sur la maîtrise des apports internes au logement, c'est-à-dire tout ce qui est dissipation d'énergie due aux usages abrités par le logement. Alors, tous les postes de consommation d'énergie sont des émetteurs de chaleur. Donc, je vous ai mis quelques ordres de grandeur de puissance émise par des appareils courants et également par l'occupation simplement des locaux par des personnes, puisque nous sommes aussi des émetteurs de chaleur, puisque nous consommons nous aussi de l'énergie. Et vous voyez que toutes ces charges additionnées, elles peuvent commencer à être significatives, puisqu'on arrive facilement à des puissances qui représentent des puissances classiques de radiateurs. Donc, il y a vraiment un travail à faire également sur la limitation de l'usage de ces appareils, en particulier quand il fait chaud, pour réduire le besoin en rafraîchissement. Ensuite, une fois qu'on a essayé de travailler donc, sur la réduction de tous ces apports extérieurs et intérieurs de chaleur, on va pouvoir essayer de travailler sur les stratégies de rafraîchissement naturel et donc notamment profiter des périodes qui sont plus favorables en termes de température pour essayer de rafraîchir son logement. Donc, une des façons de faire ça, c'est de profiter de la baisse de température extérieure la nuit pour rafraîchir son logement en mettant en place une ventilation pendant les heures fraîches. Et là, comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut bien faire attention de mettre en place cette ventilation seulement une fois que la température extérieure est réellement descendue en dessous de la température intérieure. Donc, c'est un procédé qu'on appelle tout simplement le free cooling, donc en anglais, et qui permet de profiter de ces phases favorables pour rafraîchir son logement ou n'importe quel bâtiment. Alors, la quatrième mesure, une fois qu'on a essayé donc, de maintenir son logement à une température correcte avec les 3 mesures évoquées précédemment, si jamais il fait encore trop chaud, c'est d'essayer de rafraîchir spécifiquement son corps. Parce que finalement, on peut être bien même si le logement est à une température un peu supérieure à ce qui soit une température de confort. Alors, pour comprendre les actions qu'on peut mettre en place, j'ai voulu rappeler un petit peu de principe physiologique. C'est que l'homme, en fait, est un mammifère qu'on appelle homéotherme, c'est-à-dire qu'on a besoin de maintenir la température de nos organes internes à une température constante. Et pour ce faire, le corps a un ensemble de mécanismes qui vont lui permettre de se réchauffer ou de se rafraîchir quand il fait chaud. Et c'est de la capacité du corps à maintenir cet équilibre thermique que va dépendre l'impression de confort thermique. Et il faut savoir que les transferts de chaleur entre notre corps et l'extérieur ne sont pas dus uniquement à la différence de température entre notre corps et l'air. Ce dont dépend le transfert thermique, c'est également de la vitesse de déplacement de l'air autour de notre peau, également de l'évaporation qui se produit sur notre peau. Et donc, notre sensation de confort thermique, elle va dépendre non seulement de la température de l'air, mais également du mouvement de cet air et de son humidité relative ou de l'humidité de notre peau par rapport à l'air ambiant. Et donc, en jouant sur ces phénomènes, on peut améliorer le confort thermique en ne jouant pas uniquement sur la température de l'air ambiant et donc pas forcément en ayant recours à une climatisation qui va conditionner la température de cet air. Donc, pour jouer sur ces mécanismes, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout d'abord, on peut jouer sur le phénomène de ventilation, comme je le mentionnais. Quand il y a un mouvement d'air autour de votre peau, vous avez une sensation de fraîcheur. On le ressent tous avec un phénomène de vent. Quand il y a une bourrasque, on a tout d'un coup plus froid, même si la température de l'air autour de nous n'a pas changé. Donc, pour jouer sur ce mécanisme, on peut avoir recours tout simplement à des brasseurs d'air ou des ventilateurs qui vont nous permettre d'avoir une température ressentie abaissée sans pour autant avoir réellement climatisé la pièce. On peut également accentuer la sensation de fraîcheur en humidifiant sa peau
quand on a vraiment trop chaud, puisque là, on aura à la fois le mouvement d'air qui va promouvoir le transfert de chaleur et l'évaporation de l'eau sur la peau qui va, comme je le mentionnais pour le principe de la pompe à chaleur, toute évaporation est un phénomène endothermique, donc cette évaporation capte de la chaleur sur votre peau et vous donne une sensation de fraîcheur. Donc ce sont des moyens simples d'essayer de limiter son besoin en climatisation. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé pour apprendre d'autres conseils, des bons gestes à adopter par temps de forte chaleur, vous pouvez aller consulter notre agenda à l'Agence parisienne du climat. On a des ateliers, justement, des ateliers éco-gestes canicule pour bien s'adapter sans recourir à la climatisation. Un autre levier qui existe pour être plus résilient, pour diminuer le besoin en climatisation, c'est d'agir au niveau du logement. Et là, je vais passer la parole à Alain Bornarel. Bonjour. Pour l'essentiel, ça reprend un certain nombre de choses que vient de dire Hélène Bru, donc j'irai rapidement sur certains de ces points. Non, pas 6, c'est une erreur, 5 étapes, 5 actions pour éviter la climatisation. Alors, premièrement, maîtriser les charges internes, je n'en parle pas. Hélène Bru en a suffisamment parlé. Deuxièmement, construire un bouclier solaire. C'est effectivement, mais ça doit devenir un peu plus, et je vais essayer de centrer mon intervention sur les conséquences sur nos bâtiments du futur. Aujourd'hui, on ne se préoccupe que de protéger les vitrages, parce que c'est effectivement par les vitrages que rentre le maximum de l'énergie solaire. Il va falloir, dans les années à venir, qu'on s'occupe aussi de protéger les parois opaques, peinture qui est horizontale ou légèrement en pente, qui reçoit en été le plus de rayonnement solaire. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, évacuer les surchauffes par une ventilation naturelle. Par une ventilation naturelle. Pour évacuer les surchauffes dans un logement, par exemple, il faut un taux de renouvellement d'air de l'ordre de 15 volumeurs, c'est-à-dire qu'en une heure, on renouvelle 15 fois le volume de la pièce. Ces 15 volumeurs, on ne peut pas les obtenir avec les systèmes mécaniques. Un système de VMC, en logement, il va tourner entre 0,5 volumeurs, en tertiaire, on va atteindre 1 volumeur, en scolaire, on sera peut-être à 3 ou 4 volumeurs, mais on n'arrivera pas aux 15 volumeurs qui sont nécessaires pour avoir une véritable évacuation des surchauffes. Donc, c'est la ventilation naturelle qui permet encore des conséquences sur l'évolution de nos bâtiments demain. C'est que pour favoriser cette évacuation de surchauffe, cette grande ventilation, eh bien, il faut qu'on aille vers des logements qui sont des logements traversants avec un certain nombre de conséquences sur la morphologie des logements, sur les pièces humides en façade, sur le nombre de cages d'escalier ou le retour au principe des coursives, etc. Donc, vous voyez que ces précautions pour éviter la climatisation induisent une certaine évolution des logements. Quatrièmement, valoriser les sources de fraîcheur naturelle. La plus courante aujourd'hui, c'est effectivement d'aller chercher la fraîcheur la nuit, au moment où les températures sont le plus bas. Donc, par une ventilation naturelle du logement ou d'un autre local, du reste, par une ventilation naturelle, donc on va d'abord, dans un premier temps, évacuer les surchauffes, puis dans un deuxième temps, eh bien, on va amener cette fraîcheur nocturne, mais comme on en a besoin, pas seulement la nuit, par exemple dans la chambre à coucher, c'est la nuit qu'elle va être intéressante, mais dans une salle de classe ou dans un bureau, c'est dans la journée. Donc, il faut stocker cette fraîcheur pour pouvoir la réutiliser dans la journée. De l'inertie, il faut des masses d'inertie dans le plafond, dans le sol, dans les murs. Après, c'est au choix selon le type de bâtiment qu'on est en train de construire. Et donc, on va, par cette ventilation naturelle, stocker cette inertie, cette fraîcheur dans la masse d'inertie, et le lendemain, petit à petit,
la masse stockante de fraîcheur va réémettre vers l'extérieur et va venir rafraîchir le local. Voilà, c'est le principe de cette valorisation de la fraîcheur nocturne. Évidemment, ça veut dire qu'il faut de l'inertie. Donc, ça veut dire que dans les bâtiments avec des systèmes constructifs lourds, il faut éviter tout ce qui vient couper l'inertie, donc notamment les isolations par l'intérieur avec doublage, notamment les faux plafonds. Et puis, dans les systèmes constructifs légers, ben, ça veut dire qu'il faut aller trouver de l'inertie quelque part. Il y a toujours moyen, y compris dans les systèmes bois, de trouver des endroits où on peut mettre un petit peu d'inertie. Mais il n'y a pas que la nuit qu'on peut aller récupérer de la fraîcheur naturelle. On peut aussi en récupérer, et de façon très importante, sur la végétation. Et c'est peut-être un des points les plus importants. Je pense que l'approche bioclimatique des bâtiments, qui était essentiellement une bioclimatique du soleil jusqu'à maintenant, est en train de devenir une bioclimatique de la végétation. La végétation, par le phénomène d'évapotranspiration, va créer de la fraîcheur. Et il faut effectivement en profiter. Et un espèce de tampon végétal autour du bâtiment, alors c'est vrai, ce n'est pas toujours réalisable en ville, mais un tampon végétal de 2-3 mètres d'épaisseur va permettre de réduire de 3, 4 degrés, 5 degrés les températures de l'air qui va pénétrer à l'intérieur des bâtiments. Et puis, le troisième endroit où on peut aller chercher de la fraîcheur, c'est la terre, qui reste toute l'année, et y compris en été, à des températures beaucoup plus basses que les températures extérieures, à des températures pratiquement uniformes. Et donc, ce sont les systèmes du type puits canadien, puits provençal, très qui, bien. en été, vont permettre d'amener à l'intérieur des locaux de l'air rafraîchi. Et enfin, sur lequel on peut intervenir, c'est l'effet brise. C'est cet effet qu'on connaît tous. On a tous été sur une plage en été avec le soleil qui tape, et dès que le vent se lève, on se sent mieux. C'est le vent, la ventilation, la vitesse de l'air sur la peau qui va créer du rafraîchissement par évapotranspiration de la peau. Et donc, c'est ça qu'on peut utiliser aussi à l'intérieur des bâtiments. Quand la ventilation naturelle n'est pas suffisante pour créer suffisamment de vitesse d'air, eh bien, on fera appel à des brasseurs d'air. Et je pense que dans les années à venir, la plupart des bâtiments vont être équipés de brasseurs d'air. On a déjà en région parisienne des bureaux, des écoles équipés en brasseurs d'air. Voilà, Merci. donc ce sont ces 5 points. Alors, on peut effectivement faire la totale avec les 5 actions. C'est évidemment le mieux, c'est pas toujours possible. Si on peut, on prendra un paquet un petit peu plus réduit de ces 5 actions. Voilà. Merci. Et on verra d'ailleurs un peu plus en détail avec les projets à la fin, en pratique, ce que peuvent donner ces 5 actions à l'échelle de l'habitat. Maintenant, je vais passer la parole à Bruno Gouillette avant de répondre aux questions pour cette partie, qui nous présenter un petit peu rapidement, je l'espère, parce qu'on est un petit peu en retard, les politiques de la ville. Et il pourra aussi répondre à la question qui a été posée sur le réseau de froid à Paris. Je vais être assez synthétique, puisque moi, je me place ici, la ville de Paris, elle se place non plus au niveau des comportements individuels, ni même des constructions, même si dans notre PLU, évidemment, on veut tendre vers des constructions de plus en plus bioclimatiques. Mais je voudrais souligner, et je vais vous envoyer un lien sur une communication qui a été adoptée par le Conseil de Paris en 2019 sur la stratégie de rafraîchissement, sur peut-être deux éléments auxquels on pense moins, et parce que ce Café Climat, il est plutôt avec des professionnels qui savent répondre à vos questions. Insister sur les 2 items qui sont au début et à la fin de cette diapositive. La première, ça consiste à dire qu'on ne peut pas être sur une logique de passager clandestin en matière de climatisation. Le passager clandestin, c'est celui qui dit « moi, je mets mon climatiseur et puis j'en profite pour moi-même, mais je ne me soucie pas des conséquences que ça a pour les autres ». Cette logique, elle fonctionne quand il y a un passager clandestin. Quand tout le monde devient passager clandestin, le bateau coule en réalité. C'est ça la logique de la solidarité, de la formation et de l'action collective. Et donc,
nous pensons que, quelles que soient les solutions techniques, comportementales qui fonctionnent bien, s'il n'y a pas une appréhension collective de ces sujets-là par les citoyens, par les consommateurs, par les habitants, on n'avancera pas dans la bonne direction. Donc, il y a tout un travail à faire sur la manière dont, individuellement, collectivement, on partage ça. La deuxième grande occurrence, et là, je vais tout de suite au troisième paragraphe, et donc je laisse tous les éléments que vous connaissez certainement par cœur, et dont d'ailleurs les prédécesseurs ont parlé à l'échelle du bâtiment, parce que ça vaut également pour les espaces publics et les espaces libres, c'est la gouvernance du territoire, pour répondre à ces questions-là. Là encore, la logique de l'individualisme ne peut pas permettre de répondre. Aller se réfugier dans un hôtel parce qu'on en a les moyens, c'est laisser les autres à la porte. En revanche, ce qu'on constate dans toute crise, c'est que si on n'assure pas des services publics qui sont résilients et qui fonctionnent dans ces cas-là, eh ben, on laisse sur le bas de la route, je dirais même dans leur logement, les plus fragiles. Ce qu'on a constaté en 2003, c'est que les plus fragiles qui sont morts de la canicule, c'était des personnes isolées, c'était des personnes qui n'avaient pas été repérées par nos services, qui n'avaient pas de famille ou de liens suffisants et qui sont restées seules en réalité. Et donc, il faut absolument, comme on l'a vécu d'ailleurs l'année dernière, dans le contexte de la pandémie sanitaire, du Covid, trouver les moyens de maintenir les services publics dans ces situations-là. Et quand on dégrade le service public parce qu'il s'arrête sous prétexte qu'on ne peut pas répondre à la demande, eh bien c'est une partie de la population qui ne peut plus vivre dans de bonnes conditions. Alors, on pourrait donner des exemples. Dans la stratégie de rafraîchissement, il y a cette question des lieux de fraîcheur, la capacité d'offrir des lieux couverts ou non, qui sont capables d'accueillir des personnes pour ces périodes de très grande chaleur, au moins dans la journée. C'est un exemple, ça n'en est qu'un, mais on pourrait postuler que les bureaux, les commerces, les grands équipements sont capables d'accueillir des personnes dans ces périodes de grande chaleur et pas simplement les gens qui viennent pour fréquenter ces espaces. Et donc, c'est aussi se dire qu'on a à travailler entre les collectivités publiques entre elles, avec l'État, avec les entreprises, avec les associations, sur des modes de réponse qui ne sont pas forcément techniques, mais qui sont organisationnels et qui permettent d'améliorer le confort d'été, le confort de vivre, tout simplement, sans forcément recourir à la climatisation individuelle dans les bureaux ou dans les logements qu'on occupe. Voilà, je m'en tiendrai là parce que je veux porter un message qui n'est pas simplement un message, et qui est heureux d'ailleurs et important, de mes collègues professionnels techniciens qui vous répondent sur les autres aspects, mais insister sur ces deux-là, qu'on oublie toujours quand on a une vision trop technophile des problèmes et des solutions. Très bien. Alors, j'invite les panélistes à répondre dans le chat, plusieurs questions qui sont posées. On va peut-être quand même parler d'un sujet qui est pas mal évoqué dans le chat avant de passer à la section suivante, c'est les toitures en zinc à Paris. Donc, en effet, du fait de la couleur notamment, sur la chaleur. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire sur ce qui est envisagé au niveau parisien pour réduire leur impact réchauffant? Est-ce que c'est un vrai enjeu et est-ce que des choses sont faites pour végétaliser les toitures, par exemple? Moi, je peux dire juste un mot. Les toitures en zinc, elles sont rarement plates par définition et ce n'est pas vraiment elles qui sont les plus aisées à végétaliser. Je le dis simplement, je ne parlerai pas de la question esthétique sur laquelle on nous renvoie toujours, de la position des architectes des bâtiments de France. Il ne faut pas toucher la couleur du zinc naturel. Je ne veux pas parler de ce sujet-là. Je ne suis pas le meilleur spécialiste. Mais pourquoi le zinc est-il présent à Paris? C'était un mode industriel facile, peu coûteux, léger pour aller faire des toitures dans Paris. Je ne sais pas répondre à la question d'un des participants qui me demande la proportion des toits en zinc à Paris. Je ne sais pas le dire, mais peut-être certains le sauraient. En fait, il correspond à une période de construction entre le milieu du 19e siècle et une période, on va dire, de l'entre-deux-guerres, même pas. Et après, on va trouver d'autres toits qui sont du coup beaucoup plus intéressants pour notre sujet, les toits plats, et qui, eux, peuvent accueillir une forme de végétalisation si la structure s'y prête
et qui, eux, peuvent être des éléments de protection solaire dont parlait Alain Bornarel, c'est-à-dire constituer une inertie qui, à condition que, évidemment, ce végétal soit arrosé, qu'il ne soit pas sec, peut être une puissante machine à se protéger de la chaleur solaire qui tombe sur le toit. Mais pour le zinc, moi, ce que je vois dans des pays comme les États-Unis, à New York, où on a peint des toits en blanc, ce n'étaient pas des toits en zinc, c'était des toits terrasses qui ont été peints de cette manière. C'est peut-être une chose qu'il faut regarder pour Paris. Mais je pense que la végétalisation est plus complexe et plus coûteuse, mais elle est peut-être plus performante que simplement peindre en blanc. Très bien, merci. Et il y aura plusieurs questions sur la végétalisation. Je vous invite à venir à notre prochain Café Climat sur le sujet. Vous aurez plein d'experts. Et oui, quelqu'un veut prendre la parole? Oui, peut-être juste sur les toitures en zinc, si je peux compléter, un tout petit point. C'est qu'en plus, il ne faut pas oublier que si on met des toitures plus réfléchissantes de la chaleur que les toitures en zinc, pour le coup, on va perdre du chauffage d'hiver. Et donc, le problème, c'est que pour l'instant, on est dans un climat où le chauffage d'hiver reste quand même un truc beaucoup plus important que la consommation d'énergie d'été. Et donc, à court terme, en tout cas, il ne faut pas non plus dégrader le confort d'hiver. Mais effectivement, sans doute qu'à un moment donné, la question se posera différemment et que la question de la pertinence des toitures en zinc à Paris pourrait être mise en cause. Après, il ne faut pas oublier que bien sûr, il y a un énorme coût culturel à remplacer ces toitures. En fait, ça pose vraiment la question de jusqu'où on est prêt à aller dans les changements apportés à la ville. Et ça, voilà, il y a vraiment, c'est plus une question d'opinion et de choix collectif. Oui, quelqu'un d'autre qui veut réagir? Il y a deux problématiques sur cette question des toitures en zinc. Il y a la problématique des logements qui sont situés sous la toiture. Et de ce point de vue, on peut très bien, par une isolation correcte et avec des matériaux isolants corrects, régler et le problème d'hiver et le problème d'été. Donc, de ce point de vue-là, la toiture en zinc est tout à fait acceptable. Et puis, il y a un deuxième problème, par contre, qui est celui de la ville. Une deuxième problématique, celle de la ville, pour laquelle on a effectivement intérêt à avoir plutôt des toitures claires, à avoir effectivement, grâce à la végétalisation, un apport de fraîcheur supplémentaire. Mais là, le problème, c'est qu'on demande tellement de choses à ces malheureuses toitures. Il faut qu'elles soient claires, il faut qu'elles soient végétalisées, il faut qu'elles supportent du photovoltaïque, etc. Et puis même, il faut qu'on puisse y aller dessus, qu'il y a des arbitrages qui ne sont pas toujours faciles. Je rejoins tout à fait ce propos. Et puis, effectivement, le fait qu'on ait mis des logements sous les combles directement, ça ne favorise pas la capacité de se protéger efficacement. Si on n'a plus beaucoup de place pour faire une isolation correcte entre le toit, qu'il soit en zinc ou qu'il soit dans un autre matériau d'ailleurs, et les gens qui habitent directement sous les toits. Très bien, merci beaucoup. Je propose d'avancer à la partie suivante. Donc sur les modes efficaces de climatisation et de rafraîchissement, alors comme on l'a dit, c'est à utiliser en dernier recours et il faut essayer d'autant que possible d'agir à la fois au niveau individuel, au niveau de son logement, voire au niveau de l'espace public pour limiter le besoin en climatisation, mais devant des vagues de chaleur extrêmes, et c'est-à-dire ce qu'a montré l'étude de Vincent Viguier, à qui j'ai donné la parole juste après, eh bien, il pouvait y avoir quand même un besoin résiduel de froid, et dans cette partie, on va voir un peu comment essayer de se rafraîchir ou se refroidir efficacement lorsque cela est nécessaire. Peut-être juste là-dessus, donc en fait, on avait fait donc, avec la même équipe de Météo France dont je vous parlais tout à l'heure, une étude dans laquelle on regardait pour le climat de la fin du siècle s'il était possible de se passer de climatisation à Paris en mettant bout à bout toutes les mesures dont on a parlé jusque-là. Donc vraiment, c'est des scénarios dans lesquels on supposait qu'on recouvrait Paris de toitures réfléchissantes, donc qui réfléchissent complètement à la chaleur et qui sont très bien isolées, qu'on isolait les bâtiments le mieux possible par rapport à la chaleur tout en permettant une aération, qu'on mettait de la végétation partout, etc. Et en fait, ce qu'on a obtenu dans cette étude, qui était un résultat, disons, assez déprimant, c'est que même en faisant tout ça,
En tout cas, avec les modèles qu'on utilisait, hein, bien sûr, il faut que ce soit confirmé par d'autres études, il y a toujours des incertitudes, etc. Mais en tout cas, avec les simulations qu'on obtenait, ça paraissait pas possible de continuer à maintenir un confort dans les bâtiments en cas de canicule sans utiliser de climatisation. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que toutes les solutions qu'on a listées jusque-là ont un gros potentiel, permettent de rafraîchir, mais elles ont un potentiel qui est limité. Et du coup, au bout d'un certain moment, si les canicules deviennent trop importantes ou trop longues, bah, ces solutions arrivent à leur limite. Par exemple, toute la question de l'inertie des logements, bah, bien sûr, ça ne marche que si la canicule est courte, c'est-à-dire si on peut garder le froid qu'on avait accumulé avant la canicule, ou alors si jamais il fait frais la nuit. Et auquel cas, bah, les bâtiments peuvent stocker le froid de la nuit, voilà, et le laisser pendant la journée. Mais si jamais on est dans le cadre d'une canicule qui est très longue et pendant laquelle il continue de faire chaud la nuit, ce qui est souvent le cas hein, dans les canicules à Paris à cause du phénomène des lots de chaleur urbains, bah, dans ce cas-là, l'inertie trouve assez vite ses limites. Et donc voilà, c'était le résultat qu'on obtenait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut développer de la climatisation à Paris, déjà parce que ces simulations sont valables pour la fin du siècle, donc pour un climat qui est plus chaud que le climat actuel. Disons que c'était à partir des années 2070, hein, nos simulations. Et en attendant, ben, on n'a pas du tout encore atteint ces limites. Donc, pour l'instant, on peut tout à fait se baser sur les autres solutions qu'on a décrites. Et c'est que plus tard, dans quelques décennies, que peut-être il faudra aller au-delà. L'autre point également, c'est que ce qu'on trouvait, c'est que tout à l'heure, on nous a dit que la climatisation, on veut l'éviter parce que ça consomme de l'énergie, parce que ça rejette de la chaleur. En revanche, si jamais on met en place toutes ces autres mesures que la climatisation, si on isole bien les logements, si on augmente l'inertie, si on met de la végétation, etc., ben dans ce cas-là, la ville est quand même plus fraîche et du coup, on a moins besoin de climatisation que si on n'avait pas fait ça. Je vais commenter les cartes juste après. Et donc, si vous voulez, même si au bout d'un moment, d'après, encore une fois, hein, les modèles, on se met à avoir besoin de la climatisation, ben on aura quand même besoin de moins de climatisation, et donc avec moins d'effets négatifs, si jamais on a mis en place toutes ces mesures à l'avance. Et comme bien sûr, ces mesures bah, sont longues à mettre en place, hein, isoler les bâtiments, mettre de la végétation, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il faut anticiper et le faire des mains. Vraiment très bien. Mais du coup, d'avoir fait tout ça permet de limiter les impacts négatifs de la climatisation. Après, d'autres points qui se posent, c'est en fait jusqu'où est-ce qu'on va vouloir aller dans l'adaptation de la ville. C'est-à-dire que ce qu'on mesure, nous, ce qu'on simulait, c'était dans quelle mesure est-ce que l'intérieur du logement est encore vivable. Mais bien sûr, ces définitions de vivable en fait, dépendent beaucoup des gens. Une personne âgée, par exemple, une personne qui a des problèmes de santé, le seuil ne va pas être le même pour d'autres personnes. Et du coup, un autre type d'adaptation alternatif, mais qui pose bien sûr des problèmes, ça peut être de se débrouiller pour que les personnes les plus à risque ne soient pas présentes dans la vie en cas de canicule. Donc, en fait, à un moment, les questions qui se poseront sont bah, voilà, vers quel type de solution est-ce qu'on veut tendre. Et enfin, un dernier point là-dessus, c'est qu'en fait, parmi ce qu'on évaluait dans ces simulations, on regardait aussi quelle pouvait être l'influence des comportements des gens. C'est-à-dire que là, on vous a beaucoup parlé de questions d'infrastructure, de ce qui pouvait être fait sur les bâtiments, sur l'aménagement de la ville, mais comme l'a dit M. Gouillette, une des grosses questions, et d'ailleurs c'est très général hein, avec les impacts du climat, c'est le comportement que les gens vont avoir en cas de crise. Mais en fait, ce qu'on obtenait ici aussi, c'est que vous savez sûrement que l'hiver, lorsqu'il y a du chauffage, bah, la température à laquelle on chauffe son logement a une grosse influence sur les consommations d'électricité. Bah, c'est pareil avec la climatisation, mais même encore plus. C'est-à-dire que suivant le choix que l'on fait de température qu'on veut maintenir dans le logement, la consommation d'énergie n'est pas du tout la même. Et les rejets de chaleur à l'extérieur non plus. Et en fait, si vous voulez, dans les simulations que l'on faisait, c'était même la variable principale. C'est-à-dire que ce qui comptait le plus pour savoir quelle était la consommation d'énergie liée à la climatisation dans le futur dans Paris, c'était pas de savoir si on avait mis des plantes partout dans la ville ou si on avait isolé tous les logements, mais c'était simplement de savoir si bah, les habitants avaient une utilisation très modérée de la climatisation ou pas. C'est-à-dire que si jamais on utilise la climatisation juste pour éviter les impacts sur la santé, c'est-à-dire pour avoir des températures qui ne sont pas confortables, mais qui font qu'on ne meurt pas, qu'on n'a pas de problème de santé, bah, la consommation d'énergie est bien plus faible que si on utilise la climatisation pour avoir une température agréable et fraîche. Alors bien sûr, une fois qu'on a dit ça, comment faire? Là, je n'ai pas la réponse. On ne peut pas obliger les gens voilà, à changer de température. Si les gens préfèrent avoir du confort, c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez, ça met juste l'accent sur
cette dimension du confort des gens. Voilà, et donc juste oui, pour commenter ces cartes, c'est juste pour vous montrer un peu le genre de simulation qu'on obtient. Ici, vous avez une carte des températures projetées, donc là c'est dans les rues, dans le cadre d'une canicule similaire à la canicule de 2003. Et si vous montrez la carte juste après, voilà, ça c'est les températures qu'on simule dans une ville dans laquelle on aurait mis on aurait augmenté voilà, le plus possible la végétation, donc en mettant des plantes partout où c'est possible, et dans laquelle on aurait mis des toitures réfléchissantes sur tous les bâtiments. Donc, les toitures réfléchissantes, ça fait que les bâtiments renvoient la chaleur, et du coup la ville chauffe moins. Donc, vous voyez que les températures sont beaucoup plus faibles. Par contre, on ne voit pas forcément bien ça sur la carte, mais ça reste des températures assez élevées, mais quand même, ça permet d'atténuer une partie de la canicule. Voilà. Très bien. Rappelez peut-être qu'à Paris, on n'a pas le droit de se climatiser en dessous de 26 degrés. Alors, il est vrai qu'il n'est pas forcément respecté par tout le monde, mais c'est aussi ce que recommande l'ADEME pour des raisons énergétiques, mais aussi des raisons sanitaires. Et on recommande également pas qu'il y ait plus de 10 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, je passe la parole à Hélène Brut qui va vous montrer quelques systèmes de rafraîchissement efficaces, à commencer par des systèmes naturels. Voilà, donc là, on va passer à des systèmes qui font encore appel aux phénomènes directement naturels, mais qui sont quand même promus par des systèmes un peu technologiques, alors qui sont plus ou moins faciles à adapter à des logements parisiens. Le deuxième, je parlerai des puits climatiques parce que c'est quelque chose dont on entend parler, qui peut être intéressant en maison individuelle, mais évidemment, c'est difficile à mettre en œuvre en logement collectif. Donc le premier, c'est la surventilation nocturne active, donc qui reprend un peu le principe du free cooling qu'on a évoqué précédemment, mais qui là va reposer sur une ventilation active spécifiquement dédiée à l'évacuation de la chaleur. C'est-à-dire qu'en plus de la ventilation sanitaire en place, on va installer un deuxième circuit de ventilation qui va être capable de traiter des débits plus importants, qui va être activé uniquement pour faire de la surventilation nocturne. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont assez peu utilisés, en tout cas pour l'instant en France, mais qui pourraient être amenés à se développer. Et vis-à-vis des commentaires que j'ai vus dans le chat sur le fait que recourir à la surventilation nocturne en ouvrant les fenêtres pose des problèmes de bruit, évidemment, en ville, ça peut être une solution un petit peu intermédiaire, parce que là, comme on va passer par des points de passage un peu dédiés, on n'aura pas une fenêtre complètement ouverte, on peut avoir un traitement du bruit plus aisé, donc des systèmes peut-être plus adaptés à la ville. Ensuite, il y a le puits climatique qu'on appelle également le puits provençal ou le puits canadien, qui peut être un moyen intéressant de valoriser la fraîcheur du sol. Ça consiste en fait à avoir un conduit d'aération qui a un parcours relativement long dans le sol et qui va profiter du fait que le sol est globalement à température stable tout au long des saisons pour se rafraîchir. Alors l'hiver il va se réchauffer et l'été se rafraîchir, et donc cet air va permettre de tempérer qui a mené ensuite dans le logement, va permettre de tempérer la température du logement par des moyens complètement naturels. Donc c'est quelque chose qui doit être installé avec certains critères techniques assez précis, mais qui peut être efficace et très intéressant lorsqu'on a un terrain qui s'y prête. Après, un mode très dégradé, ça peut être tout simplement, et là c'est plus adaptable au logement collectif, ça peut être des fois de valoriser l'aération des caves simplement pour rafraîchir un petit peu les parties communes. C'est des choses qui peuvent être envisagées éventuellement dans certains logements collectifs, qui reprennent en gros ce principe-là de manière beaucoup moins efficace, et qui peuvent quand même avoir un petit effet. Ensuite, on va passer à des systèmes un peu plus techniques, plus actifs, qui vont, comme les climatiseurs classiques, valoriser le côté endothermique du phénomène d'évaporation. Et donc là, ils vont s'appuyer sur la vaporisation de l'eau pour absorber de la chaleur. Donc on peut avoir des systèmes assez simples qui sont disponibles en appareil individuel, qui vont en fait être l'association d'un ventilateur et d'un réservoir d'eau qui va faire que l'air qui est brassé par le ventilateur va s'humidifier et donc se rafraîchir du fait de cette évaporation provoquée. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être efficace pour rafraîchir. En revanche, ça humidifie l'air.
Donc, dans un système clos, comme je vous disais, normalement, en période de canicule, en pleine journée, il faut fermer ses fenêtres. On ne peut pas utiliser ce type de système pendant longtemps parce que ça fait monter l'humidité intérieure du logement et ce n'est pas confortable, en fait. Ça va vous donner une température ressentie plus élevée. Donc, c'est plutôt à utiliser, justement, combiné avec une ventilation nocturne pour encore avoir un rafraîchissement plus important ou dans des espaces aérés, par exemple des terrasses en extérieur. Ensuite, on a une variante de ce type de système, alors qui est plus adaptée à une installation en collectif, qui va en fait utiliser le même principe, donc c'est-à-dire s'appuyer sur la vaporisation de l'eau pour rafraîchir l'air, mais qui va mettre en place ce système par un échange indirect, c'est-à-dire qu'on va refroidir un flux d'air par évaporation, et ce flux d'air refroidi va lui-même, par échange dans un échangeur, refroidir l'air qui va être insufflé dans le logement ou le bureau, et ce qui permettra d'éviter l'humidification de cet air. Et ensuite, on a une variante qui est un système adécicant, où on va d'abord faire passer l'air qu'on va insuffler dans le bâtiment dans un matériau dessicant qui va avoir pour effet d'abaisser son humidité, ce qui fait que cet air pourra ensuite revaporiser de l'eau et se rafraîchir en effectuant cette revaporisation, tout en maintenant une hygrométrie tout à fait confortable. Et le dessicant lui-même, il a besoin d'être régénéré. Pour le régénérer, il faut le chauffer. Et ce chauffage, il peut être réalisé par un système solaire, par exemple, et donc être très vertueux du point de vue énergétique. Donc ça, c'est des systèmes qui sont encore relativement peu développés en France, mais qu'on commence à voir apparaître, alors plutôt pour des bureaux pour l'instant, mais qui peuvent avoir leur développement peut-être dans le futur pour de la climatisation, enfin du rafraîchissement de logement. Merci beaucoup. Vous voyez, voilà. Slide, je pense, hein, sur la... Ah oui. non, c'est... je croyais qu'on l'avait gardé. Oui, un petit mot quand même sur... Si jamais vous avez recours ou vous avez un déclimatiseur individuel, il faut essayer d'éviter à tout prix les systèmes les moins efficaces. Hein. Ce sont notamment les climatiseurs qu'on appelle monoblocs, ceux qui sont simplement... en fait, qui ont dans un seul bloc, ce qui est normalement l'unité intérieure et l'unité extérieure d'un climatiseur, et qui évacue donc la chaleur par le biais d'une manche flexible, souvent simplement connectée à une fenêtre entrouverte. Alors ça, c'est vraiment très peu efficace, et voilà, ça a pour effet de rafraîchir les gens qui sont juste devant le climatiseur, mais très peu efficace globalement, très consommateur d'énergie, et donc plutôt à éviter. Merci. Et aussi à éviter dans les commerces, alors qu'on en voit de plus en plus. Oui, et peut-être aussi réserver ces usages aux personnes sensibles, aux personnes âgées notamment. Parce que, comme l'a dit Vincent Viguier, pour l'instant, on n'a pas quand même des températures l'été à Paris qui justifient un usage massif de la climatisation pour l'ensemble de la population. Je propose d'évoquer un sujet qu'on a déjà présenté, et puis ça permettra à Monsieur Gouillette de répondre à la question: est-ce que c'est possible de doubler le réseau de froid, de faire mieux que doubler le réseau de froid urbain à Paris? Donc, sans répéter ce qu'il a déjà expliqué, mais voilà, représenter un petit peu le réseau de froid. Je mis cette carte et on va s'arrêter uniquement sur elle pour dire qu'évidemment, le réseau de froid, il peut être une réponse, mais ce sera une réponse avec beaucoup de limites. Et je vais en donner trois. La première, là, vous voyez sur la gauche, il y a 86 km de réseau. Pour mémoire, il y a 1600 km de voirie à Paris. Donc, on est loin du compte en termes de se dire on est capable de distribuer toutes les rues parisiennes selon le principe que il faut d'abord que l'eau glacée arrive sous la rue, sous le trottoir ou jusqu'à l'immeuble, et ensuite on peut se raccorder. Ça, c'est la première limite. Elle est un peu fondamentale, et donc vous voyez, doubler, ça veut dire passer à peut-être 200 km de réseau, mais ça ne veut pas dire être capable de couvrir toutes les rues parisiennes. La deuxième limite, vous voyez le nombre de clients sur la droite, 732, ça veut dire que ce sont des gros utilisateurs. Pour vous donner un exemple, le Louvre est un utilisateur, consommateur de froid urbain. C'est aussi le cas de grands centres commerciaux, comme celui des Halles. D'ailleurs, c'était les premiers à l'origine au début des années 90 avec ce réseau de froid climat-espace. On a là une deuxième limite. Il y a 100 000 immeubles à Paris et ils sont pour certains de petite taille. Et le système qui repose sur le froid urbain
c'est toute une logique technique et économique qui fait que derrière, il y a un abonnement et il y a un coût. Et ça voudrait dire pour tous les usagers d'avoir un abonnement qui leur coûte peut-être autant que leur chauffage le reste de l'année. Donc, il ne faut pas croire non plus qu'avec ce système-là, on est sur une réponse universelle. Et enfin, il y a une troisième limite, et là, je profite de la question qui a été posée par Yves Contesso, c'est que cette chaleur, enfin le froid, comme l'a expliqué Hélène Bourgoul, produit de la chaleur et qu'il faut arriver à l'évacuer. Et on l'évacue d'une manière différente dans ce réseau de froid que dans les autres systèmes, et notamment, c'était la question d'Yves Contesso, par l'utilisation de la Seine qui va, du coup, quand on renvoie de l'eau de la Seine qui a servi pour refroidir les machines, se retrouver dans le fleuve. Aujourd'hui, il y a 3 usines importantes qu'on appelle du nom de leur lieu, qui sont Bercy, la place de Canada et le palais de Tokyo. Vous avez là 3 usines qui sont directement branchées sur le fleuve, c'est-à-dire que le système consiste à pomper de l'eau de Seine, à la faire passer dans les systèmes d'échangeurs pour refroidir les machines qui ont produit de la chaleur et renvoyer cette eau de Seine à une température évidemment supérieure dans la Seine. Et du coup, ça pose la question des limites de réchauffer comme cela l'eau de Seine, d'autant plus, et c'était bien la question posée, qu'en été, il y a moins d'eau dans le fleuve et cette eau est déjà plus chaude. Et donc, il y a des limites qui sont posées, y compris par l'État d'ailleurs, de limitation de réchauffement de l'eau de Seine par l'eau qu'on remet dedans. La question d'ailleurs elle est posée, si Yves Contesso me le permet, par les centrales nucléaires également, qui renvoient de l'eau, qui ont servi à refroidir les systèmes de production de l'électricité. Donc c'est encore plus important qu'à Paris d'ailleurs. Mais on a cette limite et on ne va pas pouvoir développer outre mesure des centrales de production branchées sur le fleuve. Il y a tout un système de monitoring qui permet de regarder qu'on respecte bien les températures limites et que ça a le moins d'effet possible sur la vie dans le fleuve, notamment en été. Voilà le recours que peut constituer le réseau de froid avec les limites qu'il présente. Donc, ce n'est pas la panacée. Merci beaucoup. Je vous propose, pour terminer en dernière partie, de voir des projets un petit peu concrets. Donc là, je vais passer la parole d'abord à Lucie Leyer de Leyer Architecte. Ensuite, on ira voir Alain Bornarel. Chacun va nous présenter un projet. Alors pour Lucie Leyer, c'est un projet qui est encore à l'état d'étude, mais qui est particulièrement intéressant parce qu'il est adapté à l'urbanisme parisien. Donc je lui donne tout de suite la parole et ces 2 projets nous permettront de faire une petite ouverture pour voir des projets un petit peu idéaux pour essayer de se rafraîchir sans recourir à la climatisation. Tout à fait. C'est vrai qu'on a… Alors, est-ce que je peux présenter ou c'est… Partagez votre écran, oui. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'idées qui sont reprises dans tout ce qu'on vient de dire, auparavant. Donc, le projet qu'on est en train de développer à l'agence, on l'a appelé R. C'était dans le cadre d'un accélérateur urbain de projets innovants organisé par le pavillon de l'Arsenal. Donc, nous avons remporté un concours qui nous permet de développer un projet de recherche sur l'idée la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour rafraîchir les intérieurs parisiens qui sont aujourd'hui mono-orientés, dans lesquels il n'y a plus de ventilation naturelle, puisque auparavant les appartements étaient très souvent doublement orientés, aujourd'hui c'est plus le cas. La question était de savoir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir rafraîchir sans mettre des climatiseurs. Donc évidemment, le sujet est tout à fait adapté à la ville. Nous sommes surtout concentrés sur la ville de Paris, qui donc est une ville dense avec des îlots de chaleur extrêmement complexes à gérer de manière naturelle, avec évidemment toutes ces idées, tous ces points importants qui sont liés à la pollution et au bruit. Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'ouvrir sa fenêtre pour rafraîchir, il faut trouver une autre solution. Comment acheminer de l'air frais dans nos immeubles et comment créer un air pur pour éviter la pollution de nos intérieurs. C'est un petit peu les 2 idées. Nous sommes donc intéressés à la rétrotech, au low-tech, pour savoir un petit peu comment on faisait
les autres pays dans lesquels il fait déjà beaucoup plus chaud que chez nous depuis très longtemps, et pour autant, ces personnes vivent toujours dans des villes. Comment est-ce qu'on va faire pour s'intéresser, enfin, pour prendre les idées qui existent et les adapter aux bâtiments parisiens et des villes historiques françaises, des cœurs historiques français, sans pour autant dénaturer les toitures, les façades, etc., puisqu'on a tous conscience qu'il y a un sujet ABF et de patrimoine très important. Nous sommes donc intéressés aux délaissés, et aux existants parisiens. Donc, deux sujets importants dans lesquels on pourrait peut-être intervenir, ce sont donc les cours, qui sont très souvent peu ou pas utilisés, dans lesquels on met les vélos, les poubelles, etc., et qui sont pour autant des espaces très intéressants puisque plus frais, et les cheminées, qui sont présentes sur toutes les toitures parisiennes et qui ne sont quasiment pas ou plus utilisées pour la plupart des logements. Notre action a été réalisée en deux parties dans ce projet de recherche. L'action 1 est évidemment de créer des écosystèmes rafraîchissement dans les cours. Alors, comment est-ce qu'on fait? On l'a vu à de nombreuses reprises dans ce soir, c'est-à-dire végétaliser ou apporter de l'eau, de l'évapotranspiration, etc., pour créer un espace plus frais en cœur d'îlot. L'action 2, réinvestir les cheminées pour extraire l'air vicié. Et effectivement, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir, l'idée était donc, sans forcément ouvrir les fenêtres sur rue, mais venir capter l'air rafraîchi des cours dans lesquels on pourra installer de la végétalisation, de l'eau en récupération de pluie, etc., pour avoir un cycle vertueux. Donc créer un niveau de fraîcheur finalement individuel à chaque îlot parisien et connecter cet air frais donc en bas au niveau du sol aux cheminées pour qu'on puisse finalement par un système de clapet venir rafraîchir son intérieur parisien, ou autre, hein, mais en l'occurrence c'était Paris, pour venir créer un sentiment de ventilation et de rafraîchissement. Alors aujourd'hui, pour mettre ce système en place, donc on a décidé de venir s'appuyer sur les cheminées qui sont réinvesties et qui vont permettre de venir extraire l'air vicié par les cheminées existantes sur lesquelles on pourrait appliquer des capteurs un peu plus importants de manière à venir chauffer ces cheminées et faire pousser l'air qui est plus chaud en hauteur pour faire intégrer l'air frais en partie basse. Aujourd'hui, la recherche s'est établie sur 3 études de cas qui sont différents espaces, je vais dézoomer, hop là, dans Paris, donc dans le 19e, dans le 14e avec un ensemble de l'RIVP et dans le 3e. Ces bâtiments, ils ont été modélisés de manière à ce qu'on puisse faire des études avec Novatec INEF4, qui est notre partenaire sur le sujet. Et aujourd'hui, on a utilisé ces modélisations 3D pour pouvoir comprendre comment est-ce que cette utilisation des cheminées et des cours pouvait permettre de rafraîchir les appartements et surtout de combien de degrés on pouvait baisser les intérieurs privés, que ce soit du logement ou du bureau par ailleurs. La recherche est en cours. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que utiliser uniquement les cheminées existantes, comme vous pouvez le voir ici, ça peut rafraîchir les intérieurs urbains, les intérieurs privés, les intérieurs de bureaux. On va perdre du coup 2 à 3 degrés. L'idée serait vraiment de pouvoir proposer un système de cheminée avec des capteurs sur 3-4 mètres pour pouvoir avoir une facette beaucoup plus importante en lien avec le rayonnement naturel du soleil et pour capter beaucoup plus la chaleur et pouvoir du coup ramener la fraîcheur en milieu urbain. Donc aujourd'hui, c'est une recherche qui est en cours et qui va bientôt être développée, publiée par le pavillon de l'Arsenal. Voilà, donc voilà où nous en sommes, mais l'idée est vraiment de pouvoir utiliser les déjà là pour ne pas avoir à reproduire des systèmes de climatiseurs qui sont en train aujourd'hui, comme on le disait, de réchauffer les villes denses comme celle de Paris. Voilà pour le projet de recherche. Merci beaucoup. Ouais, un projet assez intéressant et adapté à l'architecture parisienne.
Là, on est dans je pense, dans la bioclimatique de la végétation dont parlait M. Bornarel tout à l'heure, avec son raccordement aux cours végétalisés. Mais je vais d'ailleurs passer la parole maintenant à la Bornarel de nouveau pour nous présenter un projet dans la région de Montpellier. Si vous pouvez partager votre écran. Oui, alors, je partage mon écran. Voilà. C'est bon. Ça devrait marcher. Voilà, ça va? C'est bon? Alors, nous sommes donc à Saint-Christol, pays de Lunel, près de Montpellier. Alors évidemment, on n'est pas dans le contexte parisien, mais on est dans des climats qui sont aujourd'hui bien plus rigoureux en été que celui de Paris. Donc, ce qui peut fonctionner là-bas pourrait fonctionner également dans un contexte parisien. L'équipement en question est un pôle œnotouristique, Viavino, c'est-à-dire c'est un centre touristique qui offre un certain nombre d'activités aux touristes qui viennent dans le centre et notamment autour de ce qu'est l'activité locale, c'est-à-dire la culture de la vigne. Alors, premièrement, l'ensemble de ce pôle a été rafraîchi naturellement. Plusieurs moyens pour y arriver. Alors, premièrement, vous voyez que vous avez un plan qui est un plan très éclaté. Un inconvénient, c'est qu'effectivement, du point de vue de la compacité, c'est pas génial en hiver. Mais il va bien falloir qu'on s'habitue à faire des arbitrages qui sont plutôt des arbitrages d'été que des arbitrages d'hiver. Par contre, en été, c'est tout à fait intéressant parce que ça permet d'adapter les systèmes à chacun des bâtiments en fonction de l'usage de chacun de ces bâtiments. On va en regarder quelques-uns, hein, pas forcément la totalité. D'abord, le bâtiment d'accueil. Le bâtiment d'accueil, il y a du personnel en permanence, il y a des bureaux, il y a des petites salles de réunion où on prépare la visite. Donc, c'est un bâtiment qui va recevoir du monde et sur lequel il faut qu'on soit très vigilant du point de vue du rafraîchissement d'été. Alors, d'abord, évidemment, la question du bouclier solaire. On le voit ici, c'est une double façade solaire, hein, dont le rôle est essentiellement de protéger contre le rayonnement solaire direct la façade et une partie de la toiture. Et puis ensuite, donc, le système de rafraîchissement naturel qui est basé sur de la ventilation naturelle. L'air va rentrer à l'intérieur des locaux par un dispositif qui est situé dans l'allège côté où souffle le vent principalement, c'est-à-dire côté du Mistral ici. Et qui dit Mistral dit un vent très fort, ce qui explique donc qu'on a à l'intérieur de cette allège une chicane qui va avoir comme objet de casser le vent, mais qui peut avoir plein d'autres avantages, cette chicane, hein, et notamment en termes acoustiques. On couvre cette chicane de matériaux absorbants et donc, du coup, on a une bouche d'entrée d'air acoustique. Ensuite, évidemment, quand il y a moins de vent, on peut aussi faire entrer l'air par l'ouverture des fenêtres. Puis l'air va circuler à l'intérieur du local et va être extrait, donc, soit de façon traversante par la fenêtre qui est de l'autre côté, soit avec un système de tourelle thermique qu'on voit ici en haut de l'image, qui, comme il y a beaucoup de Mistral et il y a pratiquement toujours du vent, donc qui va forcer, en tournant, créer une dépression et forcer une ventilation naturelle. Et puis, bien évidemment, le dispositif peut être régulé, hein, c'est ce qu'on voit ici dans l'image qui est ici, avec un clapet
asservi à une vitesse d'air qui permet d'ouvrir et de fermer en fonction pour ne pas avoir des débits trop importants, notamment en hiver. Et puis, partout, systématiquement, le brasseur d'air qui va venir créer la vitesse d'air nécessaire quand celle-ci n'est pas créée par la ventilation naturelle. Deuxième exemple, deuxième typologie de rafraîchissement naturel, c'est le musée. Le musée, les gens vont venir visiter, donc il y a des instruments agraires, des choses comme ça. Ils vont venir le visiter en été tels qu'ils sont habillés en été, en hiver tels qu'ils sont habillés en hiver avec leur manteau. Et donc là, le choix a été fait de ni le chauffer en hiver, ni le rafraîchir en été. Mais pour ce faire, évidemment, alors il faut le bouclier solaire, et c'est le dispositif que vous avez ici en façade, une très forte avancée qui va permettre de laisser rentrer le soleil en hiver pour récupérer les apports et préchauffer, chauffer un peu l'air intérieur, hein, et puis en été qui va assurer une forte protection contre le soleil. On le voit ici de l'intérieur. Et la question de l'inertie, qui est, comme je le disais, quelque chose d'important, qui est gérée ici par un sol en terre battue qui apporte une masse d'inertie, mais qui est aussi gérée par une double structure sur la façade, la structure du bâtiment lui-même qui est une structure bois, et puis une paroi d'inertie avec des pierres issues d'une carrière locale qui apporte complément d'inertie. Donc on a de l'inertie au sol et de l'inertie sur les façades, ce qui permet effectivement d'avoir une stratégie de rafraîchissement nocturne très efficace. Et puis, dernier exemple, le dernier exemple, c'est la salle polyvalente, donc qui sert de séminaire pour des entreprises, mais qui sert aussi de salle des fêtes pour la mairie, donc à occupation très intermittente. Et donc, du coup, les systèmes, aussi bien pour le chauffage que pour la ventilation, vont être aussi des systèmes intermittents avec, donc, d'abord, toujours évidemment, le bouclier solaire. Hein, donc, ici, une protection des façades par des systèmes persiennés, donc avec des volets qui s'ouvrent et qui se ferment, des volets persiennés, parce que ça, c'est aussi une question importante, c'est de faire en sorte que même avec les protections solaires fermées, l'air puisse passer pour qu'il puisse y avoir la ventilation traversante nécessaire pour assurer ce confort d'été. Donc, c'est vrai que ça privilégie très fortement les systèmes persiennés. Et puis, donc, à l'intérieur, toujours l'inertie avec la pierre sur les parois. Et puis, donc, deux solutions techniques pour le rafraîchissement. La première solution technique, c'est un puits provençal qui n'est mis en route du reste que quand il va y avoir des réunions à l'intérieur de la salle polyvalente. Hein, donc, le puits provençal classique avec de l'air qui circule dans une série de tuyaux qui est collecté par une nourrice et qui est amené à l'intérieur de la salle. Et puis, le deuxième dispositif, c'est toujours ces brasseurs d'air qui devraient quand même devenir la solution classique des années qui viennent. Et puis, je profite aussi, je ne l'ai pas cité sur les bâtiments que j'ai montrés, mais il y a une autre caractéristique qui est importante, qui est la porosité des façades. Hein, c'est-à-dire la possibilité en été d'avoir une très large ouverture des façades pour favoriser cette ventilation naturelle et favoriser des vitesses d'air importantes pour le confort. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu limité sur cette question-là parce que nos bâtiments doivent aussi servir en hiver, et en hiver, la porosité des façades, elle n'est pas toujours très intéressante, au contraire. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un bon arbitrage entre une porosité des façades d'été et puis une non-porosité, une étanchéité d'hiver pour le chauffage. Et cet arbitrage qui n'est évidemment pas le même du nord au sud de la France.
Mais il faut bien imaginer qu'on va aller petit à petit vers des périodes où la solution qui est aujourd'hui adoptée dans les pays tropicaux, qui est la solution de bâtiments très poreux, très ouverts sur l'extérieur, eh bien, c'est une solution vers laquelle on va vraisemblablement tendre nous aussi. Très bien, merci beaucoup. Juste quelques mots de conclusion. On est arrivé à la fin de ce Café Climat. Donc, si vous pouvez peut-être arrêter le partage de votre écran, qu'on voit les têtes des participants une dernière fois. Peut-être un petit mot de conclusion. On pourrait dire que, comme on vous l'a dit, l'enjeu climatisation, c'est un gros enjeu d'adaptation au changement climatique au cours de ce siècle. Mais pour l'instant, le climat parisien ne justifie pas un recours massif à la climatisation. En revanche, adapter la ville aux fortes chaleurs, ça peut se faire dès maintenant, si on parle de morphologie urbaine, si on parle de bâtiments, d'isolation, soit l'isolation ou la construction. Ça nécessite quand même qu'on s'attelle à la tâche dès maintenant. Ne pas oublier quand même, comme on vous l'a dit, les enjeux de chauffage, qui parfois certaines solutions peuvent limiter le besoin de froid mais augmenter le besoin de chaud. Donc quand même rappeler que le chauffage, c'est la plus grosse consommation d'énergie aujourd'hui des logements. Et puis il y a quelque chose à quand même retenir au niveau individuel, c'est vraiment les effets pervers de cette climatisation. Donc le message qu'on peut vous faire passer, c'est même si dans le futur l'usage de la climatisation deviendra peut-être dans une certaine manière nécessaire pour une partie de la population et pour certains logements qui seraient les moins bien adaptés. Aujourd'hui, pensez bien qu'il s'agit, comme l'a dit Monsieur Gouillette, d'une approche en termes de passagers clandestins. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous refroidir, mais si tout le monde fait pareil, on va avoir une ville qui sera beaucoup plus chaude et beaucoup moins vivable. Donc, pendant que les actions individuelles que vous avez présentées, Hélène Bru notamment, suffisent, et pour l'instant c'est le cas, autant s'en tenir là et laisser ensuite peut-être des technologies un peu plus innovantes se développer qui permettront une climatisation bien plus efficace que ces petits climatiseurs individuels dont le tuyau sort par la fenêtre qu'on voit de plus en plus à Paris. Désolé pour tous ceux à qui on n'a pas répondu aux questions, mais j'ai vu que les conférenciers étaient quand même très actifs dans le chat, donc je pense que la plupart ont trouvé satisfaction. Et je tiens à remercier donc les 5 intervenants qu'on a eus, toutes les interventions étaient très intéressantes. Merci à tous également pour votre participation. Et si vous voulez plus d'informations sur ces sujets, vous pouvez vous rendre sur notre site. Je pense notamment à notre précédent Café Climat sur le chalet urbain. Si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez peut-être pas bien compris ce terme qu'on a utilisé plusieurs fois ici. Donc, je vous invite à aller regarder pour en savoir plus. Également, vous redirigez vers le prochain Café Climat sur la végétalisation. On en a parlé ici. Si vous avez des questions spécifiques, vous pourrez les poser à des experts du sujet. Vous redirigez également à l'Agence du climat vers nos ateliers éco-gestes forte chaleur. Rendez-vous sur notre agenda pour en savoir plus. Voilà, écoutez, merci encore une fois à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Et un petit mot pour dire que ce Café Climat sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube, il faut qu'il soit monté.